On va accueillir Vicky Gérard, qui est doctorante en communication à l'UQAM, accompagnée de Michel Stewart, professeur au département de communication sociale et publique, également à l'UQAM. Et la conférence est également en collaboration avec Maxime Bérubé, qui est professeur au département de chimie, biochimie et physique de l'UQTR, qui est absent malheureusement aujourd'hui. Et ils vont nous parler du discours de bien-être et des stratégies motivationnelles d'influenceuses anti-mesures sanitaires du Québec. Bonjour, nous sommes ravis d'être ici. Merci Frédéric, super intéressant. On commencera avec une petite description du grand projet dans lequel ce que nous allons présenter s'insère. Le titre original du projet, Populisme viral, date de 2019, avant la pandémie, quand nous avons proposé le projet. Nous voulions mapper le mouvement des discours extrémistes vers le centre de notre débat sociopolitique. Après 2 ans de pandémie, les 2 termes nous sommes désuets. Le langage du populisme semble être tellement généralisé de ne pas porter assez d'explications. Et la notion de viralité, qui était peut-être déterministe et naturalisant, au début a pris encore plus de bagages avec sa suggestion de contamination unidirectionnelle. Alors, nous avions donc besoin d'un objet plus spécifique et moins tendancieux sur lequel concentrer notre attention. Nous avons commencé à considérer que ce que nous appelions la banalisation du populisme de droite était moins une question d'idéologie qu'une question d'identité, de la construction d'expertise populiste et pratiques à la fois épistémologiques et affectives. Ainsi, plutôt que de placer des discours extrémistes sur un spectre gauche-droite déjà mouvant, nous avons porté notre attention sur les mécanismes de construction des antagonismes au cœur de ces discours. Et spécifiquement, nous nous intéressons à une politique de ressentiment, les affects antagonistes et la création d'un type d'épistémologie oppositionnelle. Alors, peut-être le concept qui capte le phénomène le mieux pour nous, c'est le réactionnisme, un sous-ensemble du populisme de droite. Et on voit déjà beaucoup de mécanismes dont Frédéric vient de parler dans cette définition. Alors, je traduis. Le réactionnisme est une orientation de groupes durables et insistants qui consolident les moteurs cognitifs, affectifs et motivationnels du populisme. Dans notre projet, cette urgence ressentie de changer le statu quo et l'engagement politique fondé sur les griefs, la désaffection et la méfiance revient souvent. Alors, pendant la pandémie, nous avons vu comment les discours affectifs ont servi à rapprocher des positions politiques jusqu'à-là un peu plus distinctes. Et le travail que Vicky va présenter aujourd'hui reflète un de nos efforts de théoriser les façons dont les discours réactionnistes opèrent comme des leviers de motivation pour une variété de groupes anti-système. Alors, merci, Vicky. Alors, bonjour aussi. On m'entend bien ou je suis trop loin? Ça va? Alors, justement, merci pour le colloque. Merci de la j'ai trouvé la présentation de Monsieur Nadeau avant. Il y a beaucoup de liens à faire avec la nôtre. J'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Il y a des petites choses que je vais répéter, mais je vais quand même passer vite dessus. En introduction, juste dire en fait que l'état de pandémie a apporté beaucoup de changements en fait sociaux. Les États ont eu besoin, comme vous savez, d'instaurer des mesures sanitaires, des confinements, des couvre-feux, le port obligatoire du masque, tout ça. Et certains groupes anti-mesures sanitaires, croient que la sévérité de la maladie a été exagérée par les communautés scientifiques et les médias et voient ces mesures-là comme impardonnables et des privations de leurs droits, finalement. Ils vont comparer souvent même avec l'Allemagne nazie, la ségrégation et l'esclavagisme, les mesures sanitaires. Sur les médias sociaux numériques, la pandémie va attirer beaucoup de commentaires négatifs et populistes et à travers le temps, l'influence va augmenter. Il y a plusieurs mouvements sociaux comme le mouvement Reopen qui en sont nés ou des théories du complot comme Film Your Hospital. En fait, et
bon, c'est ça, dans ces théories-là, les élites médicales, les médias, la gauche radicale sont accusés de vouloir instaurer, un régime socialiste et de vouloir contrôler le public. C'est ce manque de confiance aux médias et l'appel à la liberté, en fait, qui ont jumelé l'extrême droite ou les droites extrêmes, avec les mouvements du bien-être, en fait. Et les femmes partisanes, en amplifiant les messages, sont d'importantes diffuseuses idéologiques des droites extrêmes. Nous, c'est autour de ça, en fait, que la communication porte aujourd'hui. C'est vraiment l'étude de cas de 3 influenceuses anti-mesures sanitaires qui ont des discours qui frôlent avec les droites extrêmes. Les femmes ont souvent été perçues comme passives dans les mouvements des droites extrêmes par la littérature, sont vues comme manipulées par les hommes ou jouant des rôles accessoires. Puis continuer à les voir comme passives va contribuer à camoufler leur activisme. Ça tend à changer, il y a de plus en plus de recherches sur leur rôle actif, ou leur rôle d'actrice violente, par exemple, de penseuse, de facilitatrice, de promotrice vont être reconnus, mais c'est en cours de changement en ce moment. La participation des femmes va tourner beaucoup autour de la promotion du courant. Elles vont être positionnées comme porte-parole, souvent pour le recrutement, pour former les nouveaux ou dans des rôles d'influenceuses. Par l'utilisation des médias sociaux numériques, elles sont plus visibles qu'avant et elles ont drastiquement, en fait, amplifié les messages des droites extrêmes parce qu'elles introduisent, en fait, graduellement l'idéologie et là, je vais mettre ça un peu entre guillemets, là, mais elles rendent les discours acceptables aux yeux de la société en l'introduisant graduellement. Bref, les femmes vont apporter le nombre dans les courants des droites extrêmes. Donc, vu que peu d'attention a été accordée à l'engagement des femmes dans les droites extrêmes, qu'il y a un changement, en fait, de dynamique aussi dans les droites extrêmes, les groupes se sont affiliés à des groupes ou à des influenceurs anti-mesures sanitaires. Donc, ils ont vraiment changé leur discours pour devenir encore plus anti-gouvernementaux et anti-mesures sanitaires. Et, il y a des rapprochements à faire entre le conspirationnisme et les mouvements du bien-être. Il y a le terme de conspiritualité qui devient un peu plus... qu'on entend plus régulièrement, où c'est finalement une fusion entre la croyance qu'un groupe secret souhaite contrôler, puis l'autre côté, qu'il y a un changement de paradigme, puis que l'humanité est en phase d'éveil, donc la conspiritualité, sont liés beaucoup par les idées anti-gouvernement, anti-pharmaceutiques et anti-vaccins. Bref, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi de porter notre étude sur 3 influenceuses, comme je disais, anti-mesures sanitaires. Et pour ce faire, on a fait une analyse de discours selon le cadrage de l'action collective, Donc, le cadrage, c'est un processus, en fait, qui mène vers les cadres. On a utilisé l'approche, c'est Benford et Snow, pas N. Bref, les mouvements sociaux sont des agents de production, de renouvellement de sens, de signification. Et le processus de cadrage va servir, en fait, à recruter, à mobiliser ou à acquérir de nouvelles ressources. Nous, dans le fond, on met l'accent sur les opérations essentielles de cadrage. Il y a un autre aspect, mais nous, ce qui est important, c'est les 3 opérations que vous voyez en arrière. Il y a le cadrage diagnostique, donc l'influenceuse, dans le cas-ci, va identifier un problème et une cause à ce problème-là ou un responsable. Dans le cadrage pronostic, va suggérer des solutions et des stratégies pour atteindre ces solutions-là. Et le cadrage motivationnel, lui, c'est l'appel à l'action. C'est pour donner un sens à l'action pour les militants et les militantes. Bérubé, dans sa thèse, a qualifié cette définition-là du cadrage motivationnel comme vague et peu applicable. Alors, il a fait une revue de littérature, en fait, pour la décrire mieux, pour la peaufiner, puis qu'elle soit applicable vraiment dans des études de cas plus spécifiques. Alors, il a identifié 4 facteurs d'attraction. Le premier, c'est l'identitaire, là où la personne cherche un sens à sa vie, un sens à son identité ou un sentiment d'appartenance. L'émotionnel, parce que les émotions sont quand même importantes dans le processus de radicalisation. Il a identifié, lui, trois émotions importantes, donc le désir de justice, le désir de vengeance et l'excitation,
ou en bon français, le thrill. Le romantique, où là, ça va faire appel à l'imaginaire de l'individu. On promouvoit un futur idéal ou un passé idéal. Et finalement, l'attrait pragmatique, c'est vraiment où là, il y a une rémunération, il y a, l'individu va retirer des biens pour soi-même. Notre méthodologie, je vais y aller vite parce que le temps passe quand même. Alors, on a fait une analyse de discours, des publications diffusées entre le 23 août et le 10 septembre. Nous, on voulait contenir, en fait, le 1er septembre, qui est la date où le passeport sanitaire a été instauré au Québec. On a donc récolté en tout 101 publications, 11 vidéos, 90 publications écrites. On a fait des verbatims, un codage thématique dans InVivo. Et dans le fond, nos 3 influenceuses qu'on a choisi d'étudier, on l'a choisi en fait pour leurs usages des médias sociaux, pour leur idéologie et pour leur nombre d'abonnés. Elles ont toutes en fait dans leur idéologie sont anti-mesures sanitaires et pro-médecine alternative. Pour vous les présenter brièvement, Mel Goyer se décrit elle comme toute sauf docile. Elle a un passé militant. Notamment dans des causes environnementales. Depuis le début de la pandémie, elle a organisé des marches, des manifestations. Elle a 5 profils sur des différentes plateformes. Nous, on s'est arrêté à Facebook, où aujourd'hui, elle a 22 000 abonnés, mais au moment de collecter les données, elle en avait presque 17 000. Amélie Paul, elle se dit chanteuse, vlogueuse, animatrice et actrice. Elle a des profil sur au moins 10 plateformes. Elle va promouvoir sa musique sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Music aussi. Et comme elle se considère comme une personnalité publique, elle va vraiment utiliser ces plateformes pour de l'autopromotion. Aujourd'hui, elle a 78 000 abonnés et elle en avait 74 000 à l'époque. Manon Coutu est une retraitée de la planification financière. Elle a aujourd'hui 11 000 abonnés. Elle en avait 10 000 à l'époque. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle s'est portée candidate au Parti libre du Canada aux élections de 2021 qui sont arrivées à peu près en même temps que notre collecte de données. Alors, pour nos résultats, on y va vraiment avec le cadrage de l'action collective. L'identification du problème, elles ont vraiment trouvé qu'en lien avec les mesures sanitaires, c'était incohérent, injuste, c'était exagéré. Par exemple, le port du masque par les enfants à l'école, ça avait pas de sens, considérant que les adultes peuvent aller dîner et ne pas avoir de masque pendant qu'ils mangent. La loterie vaccinale non plus ne fait pas de sens parce que c'est mes taxes qui paient ça, je suis contre ça. L'obligation du vaccin pour le personnel de la santé, c'était dans le but d'instaurer une dictature mondiale. Donc, elles ont critiqué ces problèmes-là. Et là, les différentes questions politiques, c'est vraiment Manon Coutu qui le plus fait, considérant qu'elle était en campagne électorale. Mais elle a critiqué, en fait, les allocations qui sont trop basses pour les personnes âgées, le pourcentage de salaire reçu par les familles qui reçoivent de l'argent par le régime québécois d'assurance parentale, des investissements, mais surtout le déclenchement des élections fédérales trop tôt, considérant que on manque d'argent puis que ça coûte cher. Les causes, les responsables, ça, les filles, elles étaient unanimes, c'est les gouvernements provinciaux et fédéral. En fait, c'est ça, les mesures n'étaient pas pour des raisons de santé publique, mais c'était des raisons politiques pour elles. Les gouvernements n'ont pas fait ce qu'il fallait pour retirer certaines mesures. Et puis, finalement, c'est ça, encore Manon Coutu qui a voulu se positionner en opposition à Justin Trudeau qui le critiquait de dépenser de l'argent en élection, comme je disais, qu'en raison de la PCU, de la PCRE, il y a une pénurie de main-d'œuvre et qui laisse entrer trop d'immigrants et qui coûte cher au pays. Pour ce qui est du cas de pronostic, c'est ce que moi j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que peu de solutions concrètes ont été offertes, à l'exception de Mel Goyer, qui, elle, faisait des publications avec des revendications. Donc, la fin de l'état d'urgence, l'abrogation de telles mesures, arrêter ça, mais tout en réaction à ce qui est là, mais pas nécessairement de solution. Tu sais, c'était vraiment je veux que ça s'enlève.
je pense que je suis pas pire claire, mais les autres n'ont rien proposé de solution. Sinon, c'était vraiment des incitations à l'action collective, donc des marches, des manifestations, boycotter la SQDC, la SAQ, faire du minimalisme, partir son entreprise pour se détacher de l'ancien monde, des demandes de dons aussi pour pouvoir financer leurs activismes à elles. Pour ce qui est du cadrage motivationnel, elles ont beaucoup utilisé les incitations émotionnelles et identitaires et quelque peu les incitations romantiques, pas du tout les pragmatiques. Dans les incitations émotionnelles, ça a vraiment été le désir de justice qui est ressorti beaucoup en victimisant les adhérents, les adhérentes et en faisant sortir le côté injuste. Vous allez avoir un exemple de citation juste après. Ensuite, dans les incitations identitaires, elles ont aussi essayé d'aller faire ressortir le désir de justice, le ressentiment par les incitations identitaires en positionnant en fait le nous comme une force contre le gouvernement, mais qui proposait en fait une communauté de gens qui tout ce qu'ils ont en commun, c'est le rejet d'être gouverné. Et finalement, il y a Amélie Paul et Mel Goyer qui ont quand même essayé de faire ressortir le sentiment d'appartenance en créant des groupes Facebook de réseautage et pour offrir des services sans mesures sanitaires, par exemple. Et les incitations romantiques, c'est Amélie Paul seulement qui les a utilisées quand elle parlait en fait du nouveau monde en construction, de l'éveil et de la souveraineté individuelle. Ça, c'est les exemples. En fait, le premier exemple, c'est en lien avec justement la loterie vaccinale. C'est un exemple du cadrage diagnostique. Le second, c'est en lien avec les incitations émotionnelles, le désir de justice, où finalement, ils rendent tout plein d'immigrants, mais on n'est pas capable de s'occuper de nos enfants ici avec la DPJ. Et finalement, l'autre exemple, c'est en lien avec les incitations romantiques, où elle parle de liberté et de nouveau monde. En discussion conclusion, il y a certaines conditions qui favorisent le soutien aux droits extrêmes, comme des situations de crise, la perception que les immigrants menacent la culture, l'économie et le ressentiment face au statu quo. Le réactionnisme va renforcer le ressentiment en soulevant ce que les influenceuses voient comme des injustices sans proposer de solution claire. Elles s'inscrivent, à notre avis, justement, dans le réactionnisme. C'est-à-dire qu'ils sont réfractaires au changement, qui vont critiquer le statu quo et prôner la restauration du passé. Et là, même si leurs propos semblent valoriser un avenir meilleur, en fait, c'est que leur proposition suggère plutôt un retour à pas de mesures. Donc, un retour en arrière sans ces mesures sanitaires-là. Leurs propos sont démontrés des proximités avec l'idéologie libertarienne qui prônent les libertés individuelles. Tout leur discours qui a trait à l'immigration, la santé publique, la gestion des taxes, renforce les arguments de la rhétorique libertarienne. Puis comme je disais un peu tantôt, quand elle parle au nom d'un « nous », c'est pas une collectivité, mais c'est plutôt c'est pas un collectif, mais plutôt une collectivité d'individus uniques. Et le réactionnisme et le libertarisme dont elles font preuve entretiennent le ressentiment dont on parlait. Puis entretenir le ressentiment va conduire à une colère qui est plus grande et potentiellement, en fait, à de la violence. On a eu certains exemples. Mais ce qu'on est sûr, c'est que les émotions vont susciter l'engagement dans l'action collective. En soulevant les injustices dans le cadrage diagnostique, les adhérents, les adhérentes vont voir leurs actions comme moralement justifiables. Il y a des injustices, donc j'ai le droit de faire ça, c'est pour la justice. Le recrutement il est facilité aussi par la promotion de menaces de l'individu. Et en bref, blâmer les autres, c'est attrayant parce que ça donne l'occasion de donner un sens à l'action et de chercher du positif quant à son identité qui est rabaissée. C'est ça.